première petite capsule portant sur l'ingénierie mécanique. Donc, on commence un nouveau chapitre, le petit chapitre 13 dans votre cahier, qui commence, si vous voulez suivre dans votre cahier, dans les pages 197. Donc, premièrement, je veux qu'on regarde là, c'est quoi l'ingénierie mécanique en tant que telle. On a déjà parlé d'ingénierie un petit peu, on en a fait un petit peu dans le chapitre 12, mais là, l'ingénierie mécanique, lui, ça va plus se toucher à la conception, la production, l'analyse, le fonctionnement d'un objet. Donc, c'est l'ingénierie mécanique, c'est je prends un objet, je prends un moteur par exemple, je regarde comment ça fonctionne. C'est quoi les différentes pièces de ce moteur-là? Comment est-ce que ces pièces tiennent une par rapport à l'autre? C'est quoi les mouvements que ces différentes pièces peuvent faire une par rapport à l'autre? Donc, c'est quoi le mouvement possible? C'est quoi le résultat final que je veux recevoir de mon objet? OK? Donc, c'est cette branche-là d'ingénierie. Et c'est cette branche-là qu'on va entamer, mais qu'on va plus continuer parce que vous avez déjà commencé en secondaire, j'allais dire secondaire 1, mais non, c'est en secondaire 2 que vous avez relativement commencé. Donc, le cours d'aujourd'hui, la première partie, ça va être des choses que vous avez déjà entendu parler, peut-être pas autant en détail, mais la deuxième partie, ça va être du nouveau, mais vous allez voir, ça va bien aller. Donc, commençons. OK. Dans votre chapitre, dans votre cahier, si on commence, on va parler des liaisons. OK? Lorsque j'ai deux objets que je veux lier un par rapport à l'autre, j'ai ce qu'on appelle une liaison. Donc, la liaison, c'est par exemple ce qui tient mon étude cellulaire à mon cellulaire. On voit relativement bien que c'est une liaison qui est faite. Mais maintenant, on veut savoir cette liaison-là, elle a quoi comme caractéristiques? OK? Donc, on utilise quatre paires de caractéristiques pour définir une liaison. C'est quoi les caractéristiques? OK? Donc, premièrement, on va y aller rapidement, puis on va le regarder un par un plus en détail. Ma liaison, elle peut soit être directe ou indirecte. Elle ne peut pas être les deux, hein, c'est un ou l'autre. OK? Ma liaison peut être soit rigide ou élastique, démontable ou indémontable, complète ou partielle. Donc, au total, ce tableau-là, comment on va l'utiliser? C'est, vous allez avoir toutes ces 8 catégories-là, et il y en a 4 de ces catégories-là, 4 paires, qui vont venir décrire ta liaison. Si on les regarde un petit peu plus, un à la fois, OK? Là, vous allez voir sur le site d'AlloProf, là, super bien fait. OK? Honnêtement, là, ça va super bien. Il y a des bons exemples avec des petites images. Donc, utilisez-les. Utilisons. Utilisez. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, première caractéristique, liaison directe ou liaison indirecte. Si j'ai une liaison directe, c'est que mes deux pièces tiennent directement une avec l'autre. Je n'utilise pas d'organe de liaison. Bon, expliquons c'est quoi un organe de liaison. Un organe de liaison, c'est un objet qu'on va utiliser pour que les deux choses que je veux faire tenir ensemble tiennent ensemble. Par exemple, une vis, de la colle, une coupée, il y a plein d'organes de liaison qu'on peut utiliser. Mais si, comme le crayon qu'on voit juste ici, il tient ensemble par lui-même, j'utilise pas une vis à toutes les fois pour visser mon crayon. Il tient par pression, toute seule. Il y a juste mes deux pièces que je tiens ensemble. C'est parfait. Ici, ma roue, ben, j'utilise des vis et des écrous pour faire tout tenir ça ensemble. Ma roue, je ne peux pas juste la déposer sur ma voiture puis elle ne va pas tenir. Là, vous allez avoir une belle roue qui roule toute seule puis votre voiture qui manque une roue. Donc là, le but, c'est qu'on va utiliser un organe de liaison pour tout faire tenir ensemble. Donc, si j'utilise une vis, de la colle, un élastique, quoi que ce soit, pour faire tenir deux objets ensemble, c'est une liaison indirecte. Elle est directe. Par exemple, dans le cas de votre étude cellulaire, je n'ai pas de vis pour faire tenir mon étude cellulaire. Elle tient toute seule en s'enrobant autour de mon cellulaire. Prochaine caractéristique, prochaine paire de caractéristiques, c'est une liaison qui est rigide ou élastique. OK? Une liaison rigide ne permet pas aucune déformation des pièces assemblées. OK? Donc, par exemple, mes pattes de chaise. Il ne faudrait pas que quand j'appuie sur pas une patte de chaise, mes pattes de table, il ne faudrait pas que quand j'appuie sur un côté de ma table, ça vient se déformer, puis là, la table, elle vient pencher d'un des deux côtés. C'est pas vraiment le but d'une table, donc on a une liaison qui est rigide où mes pièces ne vont pas se déformer. OK? Cela dit, une liaison rigide ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de mouvement. OK? On va en parler un petit peu plus loin lorsqu'on va parler de liaison partielle et totale. Une liaison rigide, c'est-à-dire que mes pièces ne vont pas se déformer. Par exemple, ma liaison qui est ici, qui est élastique, qui est comme l'autre côté du rigide, l'inverse,
on voit que le petit ressort ici, il va se déformer. Mais c'est ça. Si mon organe de liaison se déforme et qu'il reprend sa position initiale par lui-même, on dit que c'est élastique. Si vous prenez, euh, par exemple, on peut prendre, vous avez toute une télécommande chez vous pour votre télévision, quoi que ce soit, hein. Le dos de la télécommande, je peux l'enlever. On est d'accord? Je peux l'enlever, mais il y a un mouvement possible, mais la liaison est tout de même rigide. Parce que c'est pas une déformation qu'il y a entre les deux pièces. C'est un petit mouvement de glissement qui se passe. Et ensuite, c'est ça. Il y a ce mouvement-là. Donc ça, c'est pour rigide, élastique. Rigide, je rappelle, c'est qu'il n'y a pas de déformation. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de déformation qu'il ne veut pas y avoir de mouvement. OK? Si on reprend rapidement, j'ai un exemple juste ici, là, la roue. La roue, là, entre mes vis qui tiennent la roue sur le de mémoire, ça s'appelle un essieu. Je ne sais plus parfaitement, là. Mais c'est pas, il n'y a pas de déformation possible, mais il y a quand même une rotation possible. Donc, c'est vraiment la différence, là. Une liaison élastique, c'est que c'est une déformation temporaire. Par exemple, le ressort a une élastique qui est possible, mais lorsque j'enlève cette force-là, par exemple, ça reprend sa position initiale. Bon, liaison démontable ou indémontable. Des fois, vous allez l'entendre dire comme non permanente, permanente. Je vais essayer de toujours utiliser démontable, indémontable. Celui-là, vous êtes quand même bon normalement avec celui-là. Démontable, je suis capable de défaire ma liaison sans rien briser. Indémontable, il faut que je brise une des pièces pour démonter mes deux pièces. Par exemple, des vis, c'est démontable. Je peux juste reprendre mon tournevis, dévisser. Tada, j'ai réussi à démonter mon manche de guitare. Mais si j'avais plutôt mis, comme on voit ici, désolé, si on voit comme on a ici, c'est indémontable, je ne peux pas dévisser. Il va falloir que je perce ou que je déforme pour pouvoir enlever mes rivets. Un rivet, ça va être un exemple d'organe de liaison indémontable. Parce que lorsqu'il est placé, il faut que je le coupe. Et si je le coupe, ben là, je viens de démonter, je viens de détruire quelque chose. De la colle aussi, ça va être considéré comme indémontable. Oui, je suis d'accord avec vous que des fois, on est capable d'enlever la colle sans défaire deux objets, mais vous venez de détruire votre colle qui faisait partie qui était un objet qui faisait partie de la liaison. Donc, la colle, c'est considéré comme indémontable. Démontable, c'est vraiment, là, par exemple, votre étui cellulaire. Ben, vous pouvez la démonter sans rien détruire. Des vis aussi, et ces choses-là. Donc, maintenant, la dernière paire de caractéristiques qui est liaison complète, ou des fois dite totale, et la liaison partielle. Lorsque j'ai une liaison complète, c'est que j'ai aucun mouvement possible entre mes deux pièces. Mon tournevis, le manche de mon tournevis ne tourne pas par rapport à mon bout. Tout reste ensemble, tout bouge pareillement. Donc, il n'y a pas de mouvement possible d'une pièce par rapport à l'autre. Une liaison partielle, c'est lorsque j'ai un mouvement possible. Donc, par exemple, ma paire de ciseaux, mais mes deux morceaux peuvent bouger un par rapport à l'autre pour me permettre de couper. Bon, cela dit, comment est-ce qu'on peut faire on peut décrire encore plus loin ces liaisons partielles-là? Ça, c'est la nouvelle partie de matière qu'on va parler dans ce cours-ci, c'est les degrés de liberté. Okay? Lorsque j'ai une liaison partielle, j'ai différents mouvements possibles. Au total, on dit que j'ai différents degrés de liberté. Il y en a 6 degrés de liberté. Donc, 6 degrés de liberté. Ici, je veux qu'on se concentre principalement sur ce petit dessin-là du tableau en premier et ensuite des différentes possibilités. J'ai 3 possibilités en translation et 3 en rotation pour me faire un total de 6. Donc, mes possibilités en translation, c'est selon les axes. Donc, le monde qu'on connaît est selon 3 axes. L'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. On est en 3 dimensions. Donc, on s'imagine un coin d'un mur, j'ai 3 dimensions. Un s'en vient vers moi, un s'en va de gauche à droite, puis un va de haut en bas. La flèche qui vient vers moi, c'est l'axe des Z. Du haut en bas, ça va être l'axe des Y. Et de gauche à droite, c'est l'axe des X. Donc, lorsque j'ai un mouvement, soit de translation ou de rotation, je peux le décrire selon l'axe dans lequel il se produit. OK? Exemple. Si je regarde, puis je veux dire ma lame par rapport à mon exacto, quels sont ses degrés de liberté? Bien là, on voit que le seul mouvement possible de la lame par rapport à l'exacto, ben, c'est de gauche à droite. J'ai seulement un mouvement de translation de gauche à droite.
il n'y a pas de rotation possible. La lame, elle ne va pas tourner sur elle-même. Donc, le seul degré de liberté, c'est le degré de liberté qu'on va dire T pour translation, X pour axe. Donc, j'ai le degré de liberté TX, donc de translation dans l'axe des X. Et si j'avais un degré de liberté de rotation, ben, ça serait RX. R pour rotation et X pour l'axe. Donc, je peux avoir TX, TY, TZ, RX, RY, RZ, comme vous voyez dans ce beau petit tableau juste ici. Un autre exemple. Ici, vous avez votre tableau. Puis lorsque je vais vous demander de trouver les degrés de liberté, on va toujours vous donner un référentiel. Je vais toujours vous faire un petit dessin des axes pour vous aider à vous guider. Je ne vais pas vous demander de créer des axes. Donc ici, on voit que le tiroir, ce qu'il fait, c'est un mouvement de translation. Il peut juste rentrer et sortir. Je ne peux pas tourner mon tiroir sur lui-même. Donc, il y a un mouvement de translation possible dans l'axe des Z seulement, donc vers vous. Okay? Donc ça, c'est le degré de liberté en translation. Si on voit, par exemple, ici un exemple de degré de liberté en rotation, un cadre de porte. Mon cadre de porte, si on regarde mes axes, j'ai l'axe des Z, l'axe des X, l'axe des Y, de haut en bas, mais la porte, elle tourne autour de l'axe des Y. Et ça, c'est un endroit où vous allez faire des erreurs. Je le sais, ça va être difficile des fois à comprendre autour de quel axe tourne la porte. Là, il faut s'imaginer que la porte, elle tourne autour de la barre qui est l'axe des Y. Donc, oui, la porte se déplace dans l'axe des X, se déplace aussi dans l'axe des Y, mais elle tourne réellement autour. Là, on le voit bien. Mon cadre, mon référentiel, l'axe passe au centre du point de rotation de la porte. Si je regarde ici pour ma petite bouteille, encore une fois, j'ai une rotation sur l'axe des Y. Mon petit O, là, je peux le tourner sur lui-même. Mais le sur lui-même, son centre de rotation, c'est quoi? Ben là, on le sait, c'est l'axe des Y. Mais j'ai aussi, dans le cas ici de ma petite bouteille, j'ai aussi un deuxième degré de liberté. Parce que là, tous ceux qu'on a vus à date, c'était des 1 degré de liberté. Lui, c'était 1 en TX, lui, c'était 1 en TZ, lui ici, c'était 1 en RY, rotation Y. Celui-là, j'en ai deux. J'ai un degré de liberté de rotation en Y, mais j'en ai aussi en translation en Y parce que oui, je peux tourner autour de l'axe des Y, mais je peux aussi enfoncer le bout pour faire ressortir du savon. Je l'enfonce dans quel sens? Dans l'axe des Y. OK? Donc ça ici, c'est rapidement, si on voit les différents degrés de liberté. Bon, juste comme ça, c'est difficile. Ça va être en faisant des exercices qu'on va s'aider avec tout ça. Mais en tant que tel, si on résume tout ça, lorsque j'ai une liaison totale, ça veut dire que j'ai 0 degré de liberté, j'ai aucun mouvement possible. Si ma liaison est partielle, maintenant, je peux décrire les degrés de liberté de ma liaison partielle. Donc, est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 degrés de liberté? Et je peux aller encore plus en profondeur, dire lesquels j'ai. J'ai 2 degrés de liberté en translation, un en Y, un en X, par exemple. Okay? Donc, c'est une façon de décrire un petit peu plus les mouvements possibles dans l'objet que j'analyse.